évoquant une horloge qui tourne dans le vide. L'homme le plus intelligent de la planète a dit un jour à un jeune physicien quelque chose de si dangereux, de si imprudent, de si totalement irresponsable que cela lui a, paradoxalement, sauvé la vie. Ce n'était pas une formule mathématique, ce n'était pas une intuition géniale sur la mécanique quantique ou une équation griffonnée sur un tableau noir. C'était une simple phrase, lancée avec désinvolture lors d'une promenade dans le désert, à l'endroit exact où naissait l'arme la plus terrifiante de l'histoire. On est en 1943. Le monde est sur le point de basculer. Et ces 11 mots vont recabler totalement la façon dont Richard Feynman perçoit la réalité, son travail, son deuil et sa propre culpabilité. Voici la phrase. Tu n'as pas à être responsable du monde dans lequel tu vis. 11 mots prononcés par John von Neumann, sans doute l'intellect le plus hors norme du XXe siècle, à un physicien de 24 ans qui était en train de s'effondrer de l'intérieur. Je sais ce que vous vous dites. Vous allez détester ce conseil. Vous allez le trouver égoïste, monstrueux, voire psychopathe. 2 hommes qui aident à construire l'arme de destruction massive la plus dévastatrice de l'humanité et qui se disent entre 2 pas dans le sable qu'ils n'ont pas besoin de se sentir responsables. On dirait l'excuse parfaite pour un criminel de guerre qui veut dormir la nuit. Mais avant de juger, comprenez ceci. Vous réagissez aux mots, mais vous ne comprenez pas encore leur sens profond. Il y a une différence abyssale entre les deux. Ce que von Neumann a offert à Feynman ce jour-là, ce n'était pas une permission de ne plus s'en soucier. C'était une permission de ne plus se noyer. Feynman dira plus tard « J'ai développé un sentiment très puissant d'irresponsabilité sociale suite au conseil de von Neumann. Cela a fait de moi un homme très heureux depuis lors. Un homme heureux. Le gars qui a aidé à construire la bombe atomique. Le gars dont la femme mourait pendant qu'il calculait des rendements nucléaires. Il se disait heureux. Cela devrait vous déranger. Restez avec cet inconfort, parce qu'à la fin de ce récit, vous comprendrez pourquoi l'avertissement de von Neumann était la chose la plus précise et la plus nécessaire qu'on pouvait dire à un génie sur le point d'être broyé par le poids du monde. Revenons en 1943, Nouveau-Mexique, un plateau isolé, entouré de canyons, coupé du reste de l'humanité. Pas d'adresse, pas de téléphone. Si vous vouliez écrire à quelqu'un là-bas, c'était la boîte postale 1663, Santa Fe, c'est tout. Derrière ces clôtures se trouvait la plus grande concentration de cerveaux de l'histoire. Oppenheimer, Fermi, Bethe, Teller, von Neumann. Et un gamin de 24 ans venu du Queens, Richard Feynman. Le mythe, c'est de croire que ces hommes étaient des sages, en pleine possession de leurs moyens moraux, discutant de l'avenir de l'humanité autour d'un thé. La réalité, c'était une usine de mort. Leur seul but était de fabriquer une bombe capable d'effacer la civilisation, et tout le monde le savait. Feynman était le plus jeune chef de groupe de la division théorique. Hans Bethe l'avait choisi parce que le gosse était effrayant de brio. Oppenheimer écrivait même qu'il était le plus brillant de tous. Imaginez la pression. À 24 ans, vous effectuez les calculs qui déterminent si la bombe va fonctionner ou si elle va, par accident, enflammer l'atmosphère et tuer absolument tout ce qui vit sur Terre. Mais voici ce que les manuels d'histoire oublient souvent. Pendant que Feynman construisait la bombe, sa femme, Arlene, se mourrait. Elle avait la tuberculose. À l'époque, c'était une condamnation à mort. Elle était dans un sanatorium à Albuquerque, à 150 km de là. Chaque week-end, Feynman empruntait une voiture, parfois celle de Klaus Fuchs, qui s'avérera être un espion soviétique, et traversait le désert pour lui tenir la main, pour faire semblant que tout irait bien. Le jour, il résout des équations pour vaporiser des villes. La nuit, il regarde l'amour de sa vie cracher du sang dans un mouchoir. Il a 24 ans. Il change le cours de l'histoire et perd tout ce qui compte pour lui en même temps. C'est cet homme-là que von Neumann a pris à part. C'est ce gamin brisé qui avait besoin d'entendre ces 11 mots. Car pour comprendre la portée de la phrase,
il faut d'abord comprendre qui était celui qui l'a prononcé. Un homme qui ne semblait même pas appartenir à notre espèce. Vous pensez que Feynman était intelligent ? Feynman lui-même disait que von Neumann était le plus grand mathématicien vivant. Pas l'un des plus grands, le plus grand. Hans Bethe, prix Nobel et chef de la division théorique, se demandait sérieusement si le cerveau de von Neumann n'indiquait pas une espèce supérieure à celle de l'homme. Il pouvait multiplier des nombres à 8 chiffres de tête instantanément, ou réciter des livres entiers mot pour mot des années après les avoir lus. Son esprit n'opérait pas comme le vôtre. Il fonctionnait à un niveau qui faisait passer les autres génies pour des lents. C'est cet homme qui a conçu l'architecture même de l'ordinateur ou du téléphone que vous tenez en main. Et cet homme portait un costume 3 pièces pour randonner dans les canyons du Nouveau-Mexique, marchant d'un pas assuré dans la poussière, pendant que les autres transpiraient en short. C'est lors d'une de ces marches que la bascule a eu lieu. Hans Bethe marchait avec eux, et il était tourmenté. Il agonisait sur les conséquences sociales de ce qu'il construisait. Il se sentait responsable du monde d'après la guerre, un monde qu'il craignait de voir réduit en cendres par leur invention. Von Neumann l'a écouté, puis il a tranché net avec cette désinvolture chirurgicale. « Je ne ressens aucune responsabilité pour tous ces problèmes sociaux. Pourquoi le devrais-je ? Je suis né dans ce monde, je ne l'ai pas créé. » Pas de leçon de morale, pas de long débat éthique, juste un fait structurel. Feynman a entendu ça, et quelque chose a cliqué. Pas comme un interrupteur, mais comme une graine tombant dans un sol fertile. Il a commencé à entrevoir ce qu'il appellera plus tard l'irresponsabilité active. Attention, ne confondez pas cela avec de l'indifférence. La plupart des gens pensent que la responsabilité est une mesure de votre compassion. Von Neumann, lui, y voyait une erreur de calcul. Pour lui, la culpabilité est un bruit parasite qui étouffe le signal. Si vous vous sentez responsable de tout, vous ne réparez rien. Le poids devient paralysie, la paralysie devient désespoir, et le désespoir vous rend inutile. Von Neumann donnait à Feynman la clé pour sortir du piège. Pour être capable de donner le meilleur de soi-même au monde, il faut d'abord refuser de porter le monde sur son dos. Arlen meurt le 16 juin 1945. Feynman reçoit l'appel, traverse le désert, arrive à son chevet. Elle s'éteint. Il remarque que l'horloge de la chambre s'est arrêtée à l'instant précis de son dernier souffle. Même dans le moment le plus dévastateur de sa vie, son cerveau de physicien refuse le mysticisme. Il comprend qu'une infirmière a dû bousculer l'horloge pour noter l'heure. Il ne pleure pas. Pas encore. Un mois plus tard, le 16 juillet, c'est l'essai Trinity, la première explosion nucléaire de l'histoire. Tout le monde porte des lunettes de soudure opaques. Feynman, il refuse. Il sait que le verre bloque les rayons ultraviolets, les seuls vraiment dangereux. Il s'assoit derrière le pare-brise d'un camion et regarde l'apocalypse à l'œil nu. Il est le seul homme au monde à avoir vu le premier éclair sans filtre. Puis vient Hiroshima, puis Nagasaki. Le monde découvre ce que la physique peut faire à une ville. Feynman rentre à New York, et il est brisé. Il marche dans les rues, et tout ce qu'il voit, ce sont des ruines potentielles. Il regarde des gens construire un pont et se demande « Pourquoi s'embêter ? Ils ne comprennent pas qu'une seule de nos bombes peut transformer tout ça en cendres. » Il tombe dans une dépression profonde. Son génie est éteint. Il ne peut plus faire de physique. La science qui le faisait vibrer le dégoûte désormais. Et il n'est pas seul. Oppenheimer se noie dans la culpabilité, citant des textes sacrés sur la mort. Bethe se lance dans l'activisme politique forcené. Tous les pères de la bombe sont en train de s'effondrer sous le poids de leur création. C'est là que le virus de von Neumann commence à agir. Tu n'as pas à être responsable du monde dans lequel tu vis. Comprenez bien le paradoxe, ce n'était pas une fuite, c'était une technique de survie. Feynman a réalisé que s'il continuait à porter la bombe sur ses épaules, il ne serait plus jamais physicien. Il serait juste un fantôme, hanté par un regret inutile. L'irresponsabilité active,
C'est la discipline de dire non aux attentes des autres pour préserver la seule chose qui a de la valeur, votre capacité à créer. Pour Feynman, la responsabilité sociale était devenue une forme de narcissisme inversé. Croire que votre culpabilité peut changer le passé. Il a choisi de redevenir irresponsable pour redevenir vivant. C'est dans cette obscurité totale que le conseil de von Neumann a fini par germer. Feynman a cessé d'essayer de sauver le monde ou de s'en excuser. Il a décidé de redevenir irresponsable. Il s'est dit « Je suis brûlé, je ne peux plus rien produire d'important, alors je vais juste jouer ». Un jour, à la cafétéria de l'université Cornell, il voit quelqu'un lancer une assiette en l'air. L'assiette tourbillonne et en même temps elle oscille. Feynman remarque que le logo de l'université sur l'assiette tourne plus vite que l'oscillation elle-même. Pourquoi ? Ça ne sert à rien. Ça ne sauvera personne. Ce n'est pas responsable. Mais il s'en fiche. Il se met à calculer les équations de ce mouvement juste pour le plaisir, pour la beauté du geste. Quand son mentor, Hans Bethe, lui demande pourquoi il perd son temps avec des futilités pareilles, Feynman répond « Ce n'est pas important, je m'amuse, c'est tout ». Mais voici le retournement de cerveau. Ces équations sur une assiette qui oscille l'ont conduit à repenser la trajectoire des électrons. Cela a mené directement à l'électrodynamique quantique. Cela lui a valu le prix Nobel. Le mythe de la responsabilité totale est un poison. On nous apprend que si nous ne portons pas le poids de chaque tragédie sur nos épaules, nous sommes de mauvaises personnes. Mais la physique nous apprend l'entropie. Le désordre du monde est une loi fondamentale. Vous ne pouvez pas arrêter l'océan avec vos mains. En essayant de porter le monde, Feynman était devenu inutile au monde. En acceptant son irresponsabilité, il a redonné à l'humanité une compréhension plus profonde de la réalité. C'est là que réside la dimension philosophique. Le monde est tragique, complexe et souvent cruel. Vous n'avez pas choisi d'y naître et vous n'avez pas choisi les cartes qu'on vous a distribuées. Mais vous avez la responsabilité d'être la version la plus lucide et la plus vivante de vous-même. Ne laissez pas la culpabilité de ce que vous ne pouvez pas changer étouffer le génie de ce que vous pouvez créer.